Donc bonjour à tous, Peggy Carton-Vincent, directrice Effet Neurone. L'organisation de cette journée initialement et qui est devenue sur une visio de 2 heures a pu avoir lieu dans le cadre d'un financement de la DREAL, dans le cadre des projets adultes sur l'espace régional de concertation de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Effet Neurone souhaite porter Likengo sur la métropole de Lyon, en commençant par cette journée de prise de contact avec le protocole, mais aussi avec l'accompagnement d'un groupe habitant qui aimerait pouvoir faire ce protocole-là sur leur quartier. Donc, si jamais vous faites partie de personnes qui pourraient être intéressées pour qu'on fasse ça sur votre quartier avec vous en accompagnement, c'est tout à fait possible. Je vais laisser la parole pour la suite à Laure Turcati. Merci à tous. C'est Peggy. Donc, Oui. bonjour tout le monde. Je suis Laure Turcati et je travaille à Sorbonne Université. Et donc, j'ai prévu une intervention en 2 parties. Effectivement, on pourra faire une pause entre les 2. La première qui présente un peu la genèse de l'Observatoire participatif de l'environnement urbain qui s'appelle Particité et que je coordonne, dans le cadre duquel s'inscrit Likengo. Donc cette première partie sur un peu ce que c'est les sciences participatives et pourquoi on en est venu à se dire qu'un observatoire sur les lichens serait intéressant. Et la deuxième partie, vraiment plus sur la biologie des lichens, comment on peut les reconnaître et puis comment on peut mettre en place Lichengo. Donc je vais partager mon écran pour la présentation. Donc, je pense que ça marche. Est-ce que tout le monde voit? Donc voilà, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais j'ai rappelé le nom de tous les collègues qui avaient participé à cette grande aventure. Donc Gilles Platner, Marine Legrand, Marc Boulanger et Sébastien Turpin. Il y en a bien d'autres que je citerai au cours de la présentation. Ok. Donc, comme je vous le disais, je coordonne un observatoire participatif de l'environnement urbain. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est l'environnement urbain et qu'est-ce qu'on va étudier avec cet observatoire? Donc pour un peu répondre à cette question, on a décidé que tous les paramètres environnementaux qui pourraient avoir un impact ou une influence sur le bien-être des citadins pouvaient être pris en compte dans cet observatoire. Alors évidemment, ça laisse encore beaucoup de place et ça donne une définition encore très large. Donc on peut penser au climat, à la qualité de l'air, au bruit dans la ville, à la biodiversité bien entendu, et puis plein d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé comme ça de prime abord, qui pourraient intégrer l'observatoire. Donc cet observatoire, c'est vraiment un observatoire participatif et scientifique. Donc l'idée, c'est que derrière chaque observatoire, il y a des chercheurs de Sorbonne Université qui sont intéressés par la participation des citadins à leurs recherches. Donc, un observatoire participatif, on a décidé d'utiliser une définition qui est de plus en plus utilisée quand on parle de sciences participatives, qui est une définition qui a été produite dans un rapport qui date de 2016, qui était commandé par le ministère de l'Éducation et celui de la Recherche. Donc, les sciences participatives sont définies comme une forme de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques, professionnels, donc ça peut être des individus seuls ou des groupes, comme des associations par exemple, participent de façon active et délibérée. Et donc ce qui est important dans cette définition ici, c'est le côté actif et délibéré, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on participe à un projet de recherche et on le fait en étant d'accord pour le faire. Donc par exemple, à l'inverse, quand vous remplissez un CAPTCHA pour vous inscrire sur un site et que derrière les données sont utilisées pour faire avancer des algorithmes d'intelligence artificielle, c'était pas du tout délibéré votre participation, donc c'est pas de la science participative. Et donc cette définition, elle est assez large pour permettre d'inclure tous les projets en fait qui permettent à tout à chacun de participer à la recherche. Il y a vraiment une grosse diversité à la fois de disciplines qui sont concernées par les sciences participatives, mais aussi de formes de participation. Donc cette définition, elle permet d'inclure tout le monde. Et donc dans participer, donc classiquement en sciences de l'environnement,
Et historiquement, la participation, elle s'est cantonnée plutôt à la collecte de données. Mais ce qu'on aimerait dans Participer, c'est que cette participation, elle puisse se faire à toutes les étapes, de construction de la connaissance, donc de la formulation des questions de recherche à la création de protocoles, éventuellement la fabrication d'équipements spécifiques. Donc si on pense à la qualité de l'air, par exemple, la production de capteurs, de qualité de l'air, la collecte de données, bien sûr, et puis aussi l'analyse des données. Donc, pour le lancement de Participer, on a, choisi de diffuser un questionnaire, en ligne et puis, aussi lors d'événements ou de prospection dans la rue pour, cerner, quelles étaient les thématiques, qui intéressaient en priorité les citadins quand on parlait d'environnement urbain. Évidemment, on avait quelques thématiques qui étaient pressenties et puis, donc on voulait valider ça et on voulait aussi explorer un peu les formes de participation parce que c'était une envie de permettre une participation à toutes les étapes, heu, de construction de la connaissance, mais est-ce que les gens avaient envie de le faire? Ça, c'était autre chose. Donc on a diffusé ce questionnaire et là, donc je vous ai pas mis, énormément de résultats, mais un qui était, très marquant. Donc là, on demandait, aux gens parmi une série de thèmes, lesquels leur paraissaient, importants à traiter, dans un tel observatoire. Donc les notes, là, 4 c'était, thématiques prioritaires et un sans intérêt. Donc ce qui est ressorti, c'est que la qualité de l'air et la nature en ville étaient les 2 thématiques qui ressortaient comme étant les plus intéressantes pour les citadins qui avaient bien voulu répondre à ce questionnaire. Donc autant la qualité de l'air, on le présentait un peu, on se doutait que c'était une question qui préoccupait les gens qui vivent ou qui travaillent en ville. La nature en ville, c'était un petit peu moins évident. En tout cas, on a été plutôt contents et surpris de savoir que cette thématique intéressait aussi les gens. Donc en complément de ce questionnaire, on a aussi fait, ce qu'on appelle des focus groups, c'est-à-dire des réunions où on proposait aux personnes intéressées de réfléchir un peu à ces thématiques autour de l'environnement urbain. Donc ça nous permettait de compléter ce questionnaire et puis aussi de faire émerger des idées nouvelles puisque dans le questionnaire, on proposait des choix fermés. Là, ça pouvait faire émerger d'autres idées. Voilà, vous n'avez pas les jambes, pardon. Donc ce qui est plutôt côté bleuté, c'était, des propositions qui, avaient plutôt trait à un environnement physico-chimique, donc plutôt qualité de l'air, les sons et cetera, le climat. Ce qui est plutôt, vert, jaune, là, c'était tout ce qui avait attrait au vivant et ce qui est plutôt dans les couleurs, chaudes, rouges, c'était, plutôt ce qui a trait aux sciences sociales, donc à comment on vit dans ce type d'environnement. Là, je vous ai remis quelques exemples parce qu'évidemment, il y avait des chevauchements entre ces grandes disciplines. Donc, par exemple, accès à des jardins participatifs par tous dans la ville. On a le côté, social, comment on vit dans une ville et puis, le côté vivant parce que si on a des jardins, participatifs, on va avoir, plus de biodiversité. Et donc ces thématiques qui sont ressorties, de ces réunions participatives, elles nous ont permis en fait de structurer, Participer en 3 axes. Donc le premier qui concerne l'atmosphère urbaine dans lequel on va retrouver, encore une fois la qualité de l'air, les bruits, le climat. Un axe, ville vivante, donc qui concerne la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes et un axe vivre en ville, donc plutôt avec les aspects de sciences humaines et sociales et comment on vit dans cette ville. Et donc ce qu'on a décidé, c'est au maximum d'en participer, de proposer des projets ou des observatoires qui soient à l'interface de 2 de ces 3 axes ou le mieux de ces 3 axes directement. Puisque l'idée, c'est quand même de construire une connaissance qui soit aussi globale que possible, donc plutôt interdisciplinaire. Et c'est là où, Likengo se retrouve parfaitement, à l'interface de 2 axes et puis, répond aussi, au à ce besoin qui était ressorti du questionnaire de s'intéresser à la fois à la qualité de l'air et à la nature en ville. Donc les objectifs de Likengo, c'est d'utiliser les lichens comme des bioindicateurs de la qualité de l'air en ville.
et aussi d'étudier d'autres paramètres parce que finalement, ces lichens, la distribution des lichens en ville, elle est assez mal connue et on étudie peu quels autres paramètres pourraient influencer leur présence. Donc, si on fait une collecte massive de données de présence des lichens en ville, on pourra aussi étudier ces paramètres. Donc voilà, comme je vous le disais, l'ICANN-GO tombait parfaitement dans les intérêts qui étaient ressortis du questionnaire mais évidemment, l'idée n'est pas venue toute seule. En fait, cette idée de monter un observatoire, sur les lichens, hem, vient d'un enseignant de sciences de la vie et de la terre qui s'appelle Marc Boulanger, qui enseigne, dans le Nord et qui lui, depuis de longue date, avait, décidé avec ses élèves de seconde de travailler sur, la bioindication avec les lichens parce que, il trouvait que dans l'enseignement au lycée, il y avait assez peu de moments où on pouvait faire vraiment du naturalisme avec les élèves et donc là, le prétexte d'étudier l'environnement et la qualité de l'air lui permettait d'apprendre à ses élèves à observer les lichens, à les déterminer, à prendre le temps d'utiliser une clé de détermination. Heu, donc il a développé, donc il s'est auto-formé lui au lichen, parce qu'il, il le faisait pas avant. Donc il a adhéré à l'Association française de lichenologie et donc il a commencé à mettre en place un petit observatoire, d'abord à l'échelle de son lycée et puis, comme il était aussi formateur d'enseignants, il a commencé à former, certains de ses collègues sur l'académie de Lille, heu, à cette utilisation des lichens comme, indicateur de la qualité de l'air et il a commencé à faire un petit réseau d'enseignants et de lycéens qui faisaient des observations dans leur lycée et qui rentraient, leurs données sur une carte, interactive et collaborative. Donc là, vous voyez toutes les petites, punaises sur la carte, c'est des observations faites par des lycéens, donc soit dans leur lycée, soit, chez eux en travail à la maison et quand on clique sur une petite punaise, on voit, le nom des élèves, et puis quel lichen ils ont observé. Donc en fait, on avait déjà, avant, le montage de Particité, avant, l'idée de Lichen Go, un petit réseau, d'observateurs des lichens en lien avec la qualité de l'air et donc on s'est dit qu'il fallait, l'étendre. En fait, c'est Marc qui est venu nous chercher, Marc Boulanger, pour nous dire: On peut faire un observatoire à l'échelle, nationale». Donc il a pris contact avec nous via un autre, réseau de sciences participatives qui s'appelle, Viginature. Donc Viginature, c'est un ensemble de programmes, autour de la biodiversité qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle et il en existe une déclinaison pour le monde scolaire qui s'appelle Viginature École. Dont les objectifs sont, évidemment de produire des données qui sont utilisées par les chercheurs du muséum, mais aussi beaucoup de former les élèves, à, la démarche scientifique et à l'observation de la nature ordinaire. Donc voilà, par exemple, avec la production d'outils dédiés, vous avez des petites clés, là, c'est un exemple, d'outils de détermination des escargots et donc on avait un peu, tous les ingrédients pour aider au lancement de l'ICANN-GO. Donc un protocole qui avait déjà été, éprouvé avec des lycéens, un réseau pour continuer à le diffuser au monde scolaire via Viginature École et puis, avec Particité, pouvoir l'ouvrir à tout un chacun, donc à tous les citadins, qui souhaiteraient observer, les lichens et mieux comprendre la qualité de l'air. Donc, on a vraiment procédé par étapes pour, lancer, Lichen-Go. On a d'abord, donc voilà, les lichens, ça nous paraissait une entrée vraiment intéressante pour étudier la qualité de l'air, mais il fallait aussi vérifier, qu'observer les lichens pouvait, intéresser les citadins. Donc on a d'abord, fin 2016, organisé toute une série d'ateliers avec des publics très divers pour vérifier que, l'observation des lichens, ça pouvait intéresser les gens. Et oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder des lichens, mais notamment quand on commence à utiliser la loupe, c'est vraiment magnifique, c'est très, très joli et donc en fait, il y a cet aspect émerveillement, découverte d'un organisme qu'on ne regarde pas d'habitude, qui, qui ouvre tout de suite un monde et donne envie d'aller plus loin, de continuer à les observer. Donc en fait, les lichens,
nous facilite la tâche pour ça. Et une fois qu'on savait qu'on pouvait se compter sur un intérêt certain du public, la deuxième étape, c'était de, produire et tester un protocole. Donc pour ça, en 2017, on a fait toute une campagne de test, en région lyonnaise, donc déjà avec, Peggy à l'époque, et FNE. Donc, on a eu toute une série d'observations, à Lyon et en Île-de-France autour des stations de mesure officielles, de qualité de l'air. Et l'objectif, c'était de trouver un juste milieu entre un protocole, qui était très simple, qui était utilisé, donc pas celui de Marc Boulanger, mais un autre, qui était utilisé plutôt avec, des classes de primaire et qui était vraiment extrêmement simple, et un autre protocole qui lui est utilisé, à l'échelle européenne dans une norme, AFNOR d'observation de la qualité de l'air, qui lui est, on le savait déjà, trop pointu. Donc notre idée, c'était de trouver un curseur entre ces 2 protocoles, donc pour avoir, collecté des données qui seraient informatives sur la qualité de l'air et en même temps un protocole qui soit, ni trop long, ni trop compliqué à mettre en place pour que les gens aient envie de s'y prêter. Donc voilà, ce que je vous disais, les mesures ont été faites à proximité des stations de mesure. Donc cette phase de test, elle a été vraiment très riche. Heu, donc je ne vais pas revenir sur le protocole qu'on a utilisé à l'époque sur cette phase de test puisqu'il a changé. Mais ce qui est ressorti, de cette phase, c'est, donc à l'époque, on voulait essayer de s'affranchir de la détermination des lichens, essayer d'estimer juste, la richesse en demandant à chacun d'essayer de dénombrer les espèces sans les nommer. Donc on pensait que ça serait quelque chose qui faciliterait la participation et en fait pas du tout parce que, donc on demandait aux gens de décrire les lichens avec leurs mots. Donc sans doute qu'on aurait récolté des données qui auraient été très intéressantes, à analyser après d'un point de vue sémantique et cetera. Mais en fait, ça compliquait énormément, la participation, de devoir décrire soi-même les espèces, et puis c'était très frustrant de ne pas mettre un nom dessus. Donc voilà, tout de suite après cette phase, on s'est dit, «On ne peut pas s'affranchir de la détermination, donc il va falloir créer une clé de détermination qui permette aux gens de mettre un nom là-dessus». Hem, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on est donc le protocole, j'en reparlerai après, on demande aux gens d'observer les lichens le long de tronc de l'arbre, et donc il faut choisir où est-ce qu'on se met sur le tronc de l'arbre, et on proposait aux gens de repérer la face, d'essayer de repérer la face la plus riche et de commencer par celle-ci, et en fait, ça aussi, c'était très difficile d'essayer d'estimer quelle était la face la plus riche en espèces. Donc on a décidé, maintenant, on observe les 4 faces de l'arbre, donc la face exposée au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Et donc les premières analyses des données récoltées, c'était une phase de test, donc il n'y a pas eu beaucoup de données. Mais ça a quand même permis de se rendre compte que, ce qu'on pressentait, hein, c'est qu'au-delà de la qualité de l'air, il y avait d'autres paramètres qui influençaient la présence des lichens. Donc l'espèce de l'arbre, bien sûr, donc ça c'est connu évidemment. Donc pareil, on ne peut pas s'affranchir de ne pas demander l'espèce de l'arbre sur lequel sont faites les observations. Mais d'autres paramètres comme, la densité d'urbanisation. Donc si on est ça paraît, évident, hein, mais si on est près, d'une zone un peu verte, d'un parc où il y a d'autres arbres et cetera, il va y avoir plus de lichens, sur l'arbre qu'on observe. Donc voilà, cette phase de test, elle a été vraiment très utile à Lichen Go, et donc je profite pour, remercier tous les observateurs et les observatrices qui se sont impliqués à cette époque. Hem, donc je vous le disais, on s'est tout de suite dit qu'il fallait absolument créer une clé de détermination, et donc classiquement en lichénologie, les lichénologues utilisent, des bases fortes, pour déterminer les lichens. Donc les lichens produisent des acides, et on peut, leur mettre dessus une petite goutte de potasse très concentrée, un peu d'eau de javel, pareil hautement concentrée, et on peut observer des réactions colorées qui permettent, de cheminer dans les clés de détermination classiques. Et donc, en participatif, on était, assez frileux, au fait d'utiliser des bases fortes,
Donc avec un public adulte, on peut se dire que les gens vont être précautionneux, mais comme l'idée, c'était aussi de proposer Lick Go, dans le cadre de Vigie Nature École, on a interrogé l'éducation nationale qui n'a pas souhaité à ce que les élèves manipulent des bases fortes. Donc il fallait absolument s'affranchir de ces, critères de détermination, classiquement utilisés. Donc on a redéveloppé complètement une clé de A à Z pour, les taxons qui sont, concernés, par Lick Go. Donc pour ça, on a reçu, l'aide de plusieurs, lichénologues, dont certains sont à l'Association française de lichénologie, donc toujours Marc Boulanger, Nicolas Mal, Chantal Van Alwin, Grégory Agnello et Rémi Poncet. Donc vraiment, sans leur aide, on n'aurait pas pu, aboutir à ce travail et donc je vous le disais, le nouveau protocole, on demande à, inventorier 4 faces et pas à choisir la face la plus riche, ce qui est trop compliqué. Donc le voilà, le protocole actuel, j'y viens et puis on en reparlera, heu, dans la deuxième partie de l'exposé. Donc pour faire les observations Lick Go, il faut trouver en ville. Alors déjà, en ville, c'est pas forcément évident de savoir si on est en ville selon le degré d'urbanisation. Hem ce qui est intéressant, c'est, dans le pour, l'observatoire, c'est d'avoir des situations contrastées. Donc en fait, c'est intéressant de mettre en place l'observatoire à la fois dans le cœur d'une métropole, mais aussi dans un petit village ou même dans un hameau. Ce qu'il faut par contre, c'est pas être dans un petit bois ou un boisement parce que là, l'humidité, relative va être, différente et donc on aura des espèces de lichens différentes. Notamment, on risque de pas pouvoir utiliser la clé, Lichen Go. Donc, on choisit 3 arbres, qui soient bien droits et qui n'aient pas de branches à moins de 2 mètres du sol. Alors ça, c'est parce que, si le tronc est penché ou s'il y a une branche basse, ça va modifier l'écoulement de l'eau le long du tronc et donc modifier aussi la présence des lichens. Donc comme je vous disais, il ne faut pas que ces arbres soient, trop près les uns des autres, sinon on va avoir une ambiance de sous-bois. Ensuite, donc je vous le disais, pas de branche à moins de 2 mètres et on utilise une grille pour, délimiter la zone d'observation. Donc cette grille, elle est composée de 5 carrés de 10 centimètres sur 10 qui sont alignés dans le sens de la hauteur et on place la base de cette grille à 1 mètre du sol. Donc en fait, on va faire des observations entre 1 mètre et 1,50 m. Donc ça permet simplement de standardiser, d'être sûr que tout le monde va faire ses observations, sur une taille d'observation, égale et puis, si quelqu'un fait quasiment 2 mètres, il va observer à sa hauteur d'yeux. Si c'est moi, ça sera un plus bas. Donc, on risque de ne pas pouvoir comparer les données, faites entre les différentes personnes alors que là, pareil, on standardise, la hauteur à laquelle se font les observations. Et hem et donc on détermine, les espèces, de lichens qui sont présentes dans chaque carré. Alors pourquoi des carrés? Ça permet d'avoir accès à l'abondance des espèces. Si une espèce est présente dans tous les carrés, c'est qu'elle était plutôt abondante sur l'arbre. Au contraire, si elle est que dans un seul, c'est qu'elle était plutôt rare. Donc comme ça, on a l'abondance et pour les personnes qui font les observations, on leur demande pas un travail qui serait, extrêmement fastidieux, qui serait de compter combien d'individus de chaque espèce on voit et qui parfois avec les lichens, est quasiment impossible parce que, les individus se chevauchent, enfin, ce serait extrêmement long et personne n'aurait envie de faire ça. Donc cette petite grille, elle nous permet de s'affranchir, de ces questions de compter les individus. Et les données, une fois qu'on a fait ces observations, donc il y a une fiche de terrain qui ressemble à ça. Donc ce qui peut paraître, heu, un peu long de faire, les observations sur 3 arbres et sur les 4 faces de chacun de ces arbres. En fait, ce qui est assez long, c'est, le premier carré de la première face du premier arbre parce qu'on a toutes les espèces à déterminer. Après, comme vous le voyez, en fait, une fois qu'on a déjà observé une espèce, là, on note le nom d'espèce et puis après on coche sur quel arbre et sur quelle face on l'a vu. Donc en fait, ça va assez vite. Il suffit de recocher,
où est-ce qu'on l'a vu. Et donc en moyenne, sur les données qui sont déjà collectées, on a 7 espèces par zone de d'étude. Donc zone d'étude, j'appelle ça les trois arbres les uns à côté des autres. Donc en fait, ça va assez vite de faire ces relevés de données. Et puis très vite aussi, on a en tête ou dans l'œil les espèces les plus communes de lichen. Heu, donc moi, j'ai une petite formation de botaniste et j'avais jamais regardé les lichens avant de lancer Lichen Go et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile d'avoir en tête les 15 espèces les plus communes en ville. Ça, en fait, on apprend très, très vite à les reconnaître. Donc et puis on a un cortège de 3-4 espèces qu'on retrouve quasiment tout le temps. Donc finalement, celles-là, on les connaît, on les coche tout de suite et après on a du temps pour s'intéresser à celles qu'on n'avait pas reconnues, ou qu'on connaît moins. Donc finalement, ça va assez vite. On va attaquer sur, plus la biologie des lichens et donc cette fois, je vais remercier, Rémi Poncet qui avait déjà travaillé sur la clé et qui m'a beaucoup aidé à préparer ce PowerPoint, sur les lichens. Donc, pour commencer, j'avais prévu un petit jeu. Hem, oui, je vois pas ce qu'il y a dans le chat quand je partage mon écran, mais si vous pouvez me dire donc j'ai fait comme une bataille navale là avec, plein d'images. Et donc il y a plein de photos de lichen et il y a 3 intrus. Si vous pouvez me dire, si vous les avez repérés? Je suis sur le chat, donc je dirai les gagnants de la bataille navale. D'accord. Ah, j'ai un 2C. Non, 2C, perdu. ça me paraît pas mal 2C. 2C, c'est un lichen, ouais. Non, mais là, chercher les intrus. Florian qui dit du B3 et du C4. Ouais. Bon, le B3, c'était hyper facile. C'est un oiseau. Et le C4, ouais, en effet, c'est un champignon, en fait. Et il y a un Il y a dernier encore des intrus. intrus? Mmh. J'ai une petite idée, mais alors j'ai Didier qui nous dit du A1, B3 A1 et j'ai Clara aussi qui dit du A1. Ouais, le A1, ouais, c'est, en fait, si vous voyez en bas à gauche de l'image, on voit le début de l'œil, c'est un crapaud, en fait, un crapaud commun. Ho ho! Donc oui, donc gagné. Vous avez trouvé tous les intrus. Donc voilà, c'était une petite image aussi pour montrer, au-delà du jeu, la diversité des lichens. On va y revenir, la diversité des formes. Et donc ces lichens, hem, ils sont à ne pas confondre avec les mousses qui, elles, sont des végétaux. Du coup, pour les reconnaître, soit si vous faites des observations vous-même ou si vous êtes en animation, c'est un petit truc d'ailleurs que Peggy m'avait donné, c'est que les lichens, ça a un aspect, plutôt sec. Donc j'arrête le partage pour vous montrer un échantillon. Heu, voilà, là, quand j'appuie sur le lichen, il est pas il a un aspect, sec et rigide. Alors que, si j'appuie sur une mousse, elle va être plutôt souple. Voilà, donc ça peut être une astuce pour, quelqu'un qui a jamais fait attention à la différence entre les 2. Et donc ces lichens, où est-ce qu'on peut les rencontrer? Donc la grande, grande majorité des espèces est, ce qu'on appelle saxicoles, c'est-à-dire qu'elles poussent sur, des rochers. On en retrouve aussi sur des murs ou sur des tuiles. Par contre, c'est pas les espèces qui vont être concernées par Lichen Go, vu qu'on ne s'intéresse qu'à celles qui poussent sur les arbres. Donc qui sont la 2e, le deuxième type d'habitat de ces lichens, donc directement sur l'écorce, on dit corticole. Hem, Là à gauche, vous avez, une espèce qui est concernée par le protocole Lichen Go, qu'on peut retrouver, en France métropolitaine, et à droite, c'est une espèce plutôt, tropicale, donc un peu plus exubérante. Et un autre habitat, qui est quand même moins courant pour les lichens, c'est directement sur le sol.
Donc là, ça va être des sols qui sont très peu profonds, hein, où la roche-mère est pas loin, des environnements assez particuliers, donc sur des platières de grès, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est les 3 habitats, majoritaires des lichens. Il y en a d'autres, qui sont illustrés là sur la diapositive. Il y a ce qu'on appelle musicoles, donc en fait, ils vont pousser sur une mousse directement. Donc à terme, ça se finit mal pour la mousse sans doute. Hem, Après il y a linicole, donc là, à l'inverse de corticole où c'est sur un arbre, qui est vivant, linicole, c'est sur un morceau d'arbre, en putréfaction, un arbre mort. Et puis, vous avez l'image en bas à droite là, qui est follicole. Donc ça, c'est plutôt un milieu tropical. On a des lichens qui se développent directement sur les feuilles des arbres. Donc ça, c'est très particulier. On n'en a pas ici. Et au niveau donc de des formes qu'ils peuvent prendre, pareil, on a 3 grands types qu'on appelle morphotypes. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer ça, en vrai. Donc le premier, j'ai pas un échantillon très, très joli, mais je J'en sais pas profite ouais. aussi, ouais, là on est en face. J'en profite aussi pour dire à tout le monde, il y a différentes façons d'afficher, l'écran quand tu n'es pas en partage d'écran et vous pouvez cliquer en haut à droite dans affichage, affichage intervenant. Comme ça, vous allez voir l'écran de Laure en grand écran. Ça sera plus facile pour vous aussi de voir ce qu'elle montre. Mmh. Donc du coup, voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. Donc là, on a, un lichen qui est complètement appliqué à l'écorce. Vous voyez? Je peux pas du tout le soulever, sans l'abîmer ou sans abîmer l'écorce. Donc il est incrusté. On parle de lichen crustacé et là, à très grands traits, pour les espèces qui sont concernées par lichen go, enfin qu'on peut rencontrer en milieu urbain, les espèces, crustacées sont celles qui vont être, les plus résistantes, à la pollution. Après, vous avez une autre forme de lichen, donc là, qui a la plus grande diversité d'espèces. Là, vous voyez que, donc il est relativement appliqué à la branche, mais, je peux soulever quand même le bord, donc qui forme, des sortes de petites feuilles qu'on appelle des lobes. Là, j'en ai un autre dans le même genre. Voilà, vous voyez qu'on a ces, sortes de petites feuilles là qui sont des lobes. Donc cette forme-là, ça s'appelle foliacée et donc c'est pour l'ikengo, dans ce groupe-là qu'on va rencontrer le plus d'espèces différentes et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces espèces, on en a qui sont, sensibles ou favorisées par certains types de pollution. Donc notamment, là, on a plusieurs, espèces, dans ce groupe-là. Donc, par exemple, l'espèce jaune qui est là, qui sont nitrophiles, donc qui aiment l'azote et qui, en ville, peuvent être favorisés par, les rejets d'oxyde d'azote, du trafic ou, du chauffage urbain. Et le dernier type, de lichen, c'est ceux-là. Donc ils forment comme une sorte de petit buisson. Vous voyez? En fait, il était accroché à l'écorce que par une petite surface, enfin un disque, donc qui forme une forme de buisson et qui s'appelle fruticuleux. Donc j'imagine que le mot vient de frutisser, donc petit buisson. Bon cette espèce-là, on la rencontre pas dans l'Ikengo, hein. C'est une espèce assez rare, mais elle est très jolie, donc je vous la montre et dans le même genre, on a celle-ci. Voilà, qui est, donc cette forme de buisson fruticuleux et donc ça, c'est les espèces qui sont, les plus sensibles à la qualité de l'air. Donc je vais repartager, voilà. Oups et donc du coup, pareil, j'ai refait un petit jeu pour voir si mes explications étaient claires et si vous avez compris. Donc est-ce que vous pouvez me dire de quel type, est le A1?
Non, personne trouve? Pardon, je parlais et j'avais pas ouvert. Ah, si, si, j'ai 3 crustacés qui se sont affichés Ouais, c'est bon, gagné. Du coup, le A2, et j'ai 2 fructiculeux qui viennent d'apparaître. pareil, gagné, c'est nickel. 3 Si vous voulez, on peut faire les autres, vous mettez B1 égale, B2, égale, on fait les autres un peu tout en même temps. Ah, vous croyez être tranquille pendant les webinaires, mais non, faut travailler. Alors, j'ai du B2C1 foliacé, du Gagné, B1 fructiculeux, B2 foliacé, C1 foliacé, C2 crustacé, ouais, c'est bon. un fructiculeux, B2 et C1 foliacé et C2 crustacé. Parfait, Et voilà. nickel. Je remets les réponses avec les noms des espèces. Donc c'est que des espèces qui sont dans Lick Go. Alors pourquoi j'insiste sur ces morphotypes? Parce qu'en fait, c'est, par, ce morphotype qu'on rentre dans la clé Lick Go. Donc on va d'abord, de la première question, c'est est-ce que, c'est un fruticuleux, foliacé ou crustacé? Et donc, une fois que vous avez déjà cette étape, ça va aussi plus vite pour déterminer, les espèces. Alors, une fois qu'on a vu qu'ils étaient assez, divers et qu'ils avaient différents habitats, mais en fait, quel genre d'organisme c'est? Donc pour l'instant, j'ai éludé la question. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de représentation qui est pas très, académique, mais c'est un arbre, de classification du vivant, donc qui essaye de représenter, la proximité évolutive entre les espèces. Donc on a, les 3 grands règnes là, les animaux, les champignons et les végétaux. Et puis sur la partie gauche, c'est, tous les organismes unicellulaires, donc avec ou sans noyau. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais les lichens, ils sont classés, dans la fonge, donc avec les champignons. Mais si on fait une coupe, là vous avez l'exemple d'un lichen, foliacé. On prend le bord du lobe comme, noté sur la photo de droite et puis on le coupe, en fait, on fait comme une tranche de saucisson, on va dire, dans son lobe et on observe ça au microscope et ce qu'on voit, c'est, donc des cellules, vertes et puis des cellules, plutôt, incolores. Donc en fait, on a comme un sandwich, en fait, des cellules de champignons, une couche d'algues et une couche de champignons. Donc contre le support, on a, du tissu de champignon qui est un peu plus lâche, qu'on appelle la médule. Donc après ces algues, vertes et puis, au-dessus, vers l'extérieur, on a du tissu de champignon un petit peu plus dense qu'on appelle le cortex. Hem, donc ça, c'est, on retrouve cette structure en «sandwich» entre guillemets, quel que soit le lichen. Donc à chaque fois qu'on fait une coupe, on va retrouver, ces 2 partenaires, champignons et algues, qui sont, organisés comme ça en couches. Et donc ça, c'est des observations qui ont été faites, pour la 1re fois en 1867 avec, l'idée que, on devait avoir une relation parasitique, donc que le champignon devait parasiter l'algue et donc profiter, des capacités de l'algue à faire la photosynthèse pour, consommer, les sucres qui étaient produits. Donc une dizaine d'années après, il y a, Albert Bernard Frank qui a compris qu'on était plutôt dans une relation symbiotique. C'est-à-dire qu'en fait, le champignon, il permet, de s'accrocher au support. Le cortex, donc la partie à l'extérieur qui est plus dense, elle a plutôt une fonction de protection
Et le champignon, par ce cortex, l'eau pardon et les sels minéraux, de l'atmosphère, donc soit l'eau de pluie, le brouillard, éventuellement la neige. Donc il récupère, tout ce qui vient de l'atmosphère. C'est aussi pour ça que, ce lichen est, sensible à la qualité de l'air, puisqu'il va être il va récupérer s'il y a des polluants, dans, dans l'eau de condensation, il va les absorber aussi. Donc voilà, le champignon, il procure un support, une protection et c'est lui qui assure l'approvisionnement en eau et en sels minéraux. Et puis les algues, effectivement, avec, leur capacité de photosynthèse, elles vont, produire des sucres. Donc on a un échange, entre les 2 partenaires de l'association et c'est pour ça qu'on parle de symbiose. Et donc voilà, sur l'arbre, qui est ici, c'est en fait indiqué puisqu'on voit qu'on a les lichens à la jonction entre les champignons et les algues vertes. Et en fait, c'est pas tout à fait juste parce que donc effectivement pas pour les champignons, ce sont des champignons du groupe des Ascomycètes. Pour vous donner une idée, les Ascomycètes, c'est aussi les morilles et les truffes. Voilà, c'est le même grand groupe, de champignons. Et puis, par contre, le partenaire qui fait la photosynthèse, donc on appelle le photobionte, ça peut être une algue verte ou orange, comme vous voyez sur les images, mais ça peut aussi être une cyanobactérie, donc une bactérie qui est capable de faire la photosynthèse. Donc on a, finalement je ne l'ai pas remis, pardon, mais c'est un peu plus compliqué que juste algues et champignons. On peut aussi avoir des bactéries. Est-ce qu'il y a on peut faire une petite pause s'il y a des questions sur cette partie-là qui est pas toujours, très simple? Mais s'il y en a pas, je poursuis. OK. Donc pour ce qui est des éléments d'écologie, donc dans le monde, on connaît, à peu près 25 000 espèces. En France, on en a, 3 200 qui sont recensées. Et en fait, parmi ces 25 000 espèces dans le monde, on a quelques espèces qui sont, inféodées à un milieu particulier, qui peuvent être endémiques d'une zone. Donc là, c'est l'exemple de cette espèce qui est vraiment, très, très jolie. Mais la plupart des espèces, même si elles sont, inféodées à un milieu, donc là, vous voyez sur la carte de répartition, il semblerait qu'on ait plutôt une espèce, littorale, mais elles se retrouvent, sur tous les continents, en fait. Et en fait, on a des espèces qui ont des capacités de dispersion qui sont très importantes. Et donc ce qui expliquerait pourquoi, globalement, la majorité des espèces ont des aires de répartition assez larges. Et donc cette dispersion, elle se fait, de 2 manières. Donc sur, les lichens, alors je vais vous remontrer un échantillon. Vous voyez sur cette espèce-là, on a des structures qui forment comme des petites, coupes là, ou des petits disques. Je l'ai aussi sur celle-là, mais c'est vraiment plus petit. Je sais pas si vous voyez sur la jaune là, on a des coupes un peu, orange. Donc c'est pas très facile de faire la mise au point. Mais on le voit sur la diapositive. Voilà, c'est la même espèce, hein. Sur la photo, l'espèce jaune, elle est beaucoup plus jolie sur la photo. On a ces petites coupes, orangées et puis sur la photo du dessous, on a ces structures un peu, noirâtres là. Donc c'est la même chose en fait, donc ça s'appelle des apothécies et en fait, quand on fait une coupe, donc c'est l'image, tout à droite, on a donc cette structure en coupe et à l'intérieur, comme des petits sacs, alignés et dans lesquels il y a des, spores qui sont, aussi alignés les unes au-dessus des autres. Donc pour ceux qui ont un peu de connaissances en champignons, c'est exactement ça les asques et pourquoi on est chez un groupe le groupe de champignons des Ascomycètes. Donc là, on a des structures de reproduction sexuée du champignon. Donc les spores vont être, libérés, dans le milieu et vont germer. Donc on a, des filaments de champignons qui vont se développer, mais il va falloir trouver, le partenaire,
de photobionte, donc l'algue ou la cyanobactérie, pour former un lichen. Donc parfois, les lichens se piquent entre eux, leurs partenaires photosynthétiques. Et quand vous ferez des observations, vous pourrez vous en rendre compte. On voit qu'on a un lichen qui pousse sur un autre. En fait, ça, c'est souvent qu'ils sont un peu bagarrés pour l'algue ou la cyanobactérie. Et on a d'autres structures de reproduction qui, là, sont des structures de reproduction asexuées. Donc on y reviendra. En fait, on a des filaments de champignons avec des cellules d'algues qui partent ensemble et ça forme donc sur la photo de gauche, vous avez ce qu'on appelle des sauridis. Vous voyez qu'on a une structure un peu poudreuse au centre du lichen. Quand je fais bouger ma souris, vous voyez le curseur ou pas? Oui? Oui, oui, pas de souci. Ouais, OK. Donc voilà, cette structure poudreuse, donc ça s'appelle des sorali et sur certaines autres espèces, on a des structures un peu plus petites là, qui forment comme des sortes de boutons. Ça peut aussi prendre une forme de bâtonnet, et ça, on appelle ça des isidies. Donc pareil, les 2 sont des formes de reproduction asexuées, mais qui sont efficaces puisque là, on a du champignon et de l'algue qui partent ensemble. Donc si elles se déposent sur un milieu favorable, ça va tout de suite reformer un autre lichen, pardon. Et donc ces lichens sont des organismes pionniers. Donc là, c'est une photo, un exemple, en Antarctique. Donc c'est des espèces qui sont capables de résister oh pardon, j'ai été trop vite. Heu, Pardon. Donc oui, là, c'est des espèces qui sont, capables hem, pardon, de supporter des conditions extrêmes, soit de froid, soit, de chaud, enfin des températures extrêmes, dans un sens ou dans l'autre. Elles sont aussi capables d'être exposées à des UV, de manière assez intense sans être perturbées plus que ça et donc la diapo d'après, donc ça va très vite, mais en gros, c'est un filmé en accéléré, le fait d'avoir remouillé un lichen. Donc c'est juste pour, illustrer qu'en fait, ces organismes supportent extrêmement bien la déshydratation et ont des capacités de rétention d'eau très fortes. Donc quand, un lichen capte, une goutte d'eau de l'atmosphère, soit brouillard, soit pluie, il la capte et il la garde. Heu, voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais juste après. Donc elles ont, des capacités de résistance assez importantes et donc des fortes capacités de rétention d'eau et de résistance à la sécheresse. Et donc ça a fait penser, certains chercheurs, qu'on pourrait, en tout cas, faire des expériences sur leur capacité à résister, à une exposition dans l'espace. Donc il y a cette espèce-là c'est la même qu'on voyait sur les images, en Antarctique, qui a été, envoyée sur la station spatiale internationale et puis, exposée, hem, au vide intersidéral, donc pendant 120 heures et elle récupère ses capacités de photosynthèse, quand on la ramène dans la station et qu'elle a de nouveau à disposition du CO2, enfin tout ce qu'il lui faut. Il y a une autre expérience en 2012 qui est, donc là sur Terre, mais où on a exposé une autre espèce, à des conditions martiennes et donc pareil, donc là, il me semble que c'était pendant 3 jours, l'espèce récupère ses capacités photosynthétiques après ça. Donc bon, ça, c'était juste anecdotique parce que c'est assez, rigolo, mais du coup, avec se poser la question de est-ce qu'on pourrait, terraformer Mars avec ces lichens et toutes les questions éthiques que ça pose derrière. Mais c'était juste pour l'anecdote, pour vous montrer que c'est des espèces vraiment, très, très résistantes et d'ailleurs, quand on compare, un paysage du Mercantour et Mars et qu'on sait que dans le Mercantour, il y a des lichens qui arrivent à se développer sur les cailloux, on se dit qu'effectivement, elles sont très, très résistantes, ces espèces. Je vois qu'il est 11 heures. Je me dis qu'on peut peut-être faire la pause maintenant. Heu, Après, j'avais prévu de rediscuter
vraiment du vocabulaire qui vous permettra de déterminer les espèces plus tranquillement. Donc je pense que c'est bien de faire la pause maintenant. Comme ça convient à tout le monde, on peut de toute façon, en parlant de pause, on est sur des petites pauses, hein. On se Ouais, fait 5 minutes, le passage boire un verre et cetera pour tout le monde. Pour l'heure de se retrouver, sa petite feuille de saisie, et puis peut-être aussi, les documents que tu pourrais nous montrer, qui, sont les documents qu'on peut, avoir entre les ouais, mains quand on fait la ouais. voilà. Donc il est 11h04, on se retrouve à 11h10. À tout de suite. À tout de suite. Alors, je ne sais pas si Jean-François, Maxime, Philippe ou Florian sont revenus. Si vous nous faites un petit coucou par le chat, comme ça on sait si vous êtes derrière votre écran. Oui, Philippe est présent, Florian est présent, tout va bien, on va aller, on peut repartir. OK. Donc je vous le disais, on va prendre un petit temps, pour, acquérir un tout petit peu de vocabulaire. Donc il y a vraiment pas grand-chose, à savoir pour, reconnaître, après les espèces de lichens et puis surtout savoir naviguer dans la clé de détermination. Donc le premier mot, c'est thalle, donc on utilise aussi chez les algues, si vous êtes déjà frotté, à reconnaître des algues. En fait, ça correspond au corps du lichen. Je ne vois pas trop comment définir ça autrement. Après, on a les lobes dont on a déjà parlé. Donc, c'est ces petites structures, si je vous remonte l'échantillon là, qui ressemblent un peu à des feuilles, heu, qui ressemblent aussi à des lobes, hein, qui sont lobés. Donc sur les lichens, foliacés uniquement, voilà. Là, vous avez des lobes qui sont, en hauteur. Hem, heu Après, donc vous avez ce qu'on appelle les rhizines, qui sont sous le thalle. Donc, par exemple, pour les lichens crustacés, on n'en voit pas évidemment puisque c'est appliqué au au support. C'est plutôt sous les lichens, foliacés qu'on peut observer ça, donc au bord des lobes, voir des petites structures qui permettent, l'accroche, du lichen sur, le support. Donc c'est comme des petits filaments qui sont dessous. Hem Et on a aussi des cils qui, eux, pardon, vont être au bord du thalle. Donc, on a sur certaines espèces très très courantes, on a des cils, qui se voient très bien à la loupe, qui se voient parfois même à l'œil nu. Donc, les cils, à l'inverse des résines, sont vraiment au bord du thalle et pas dessous. Après, donc on a un autre petit mot sympathique qui s'appelle donc c'est pseudocyphèle. En fait, on a sur certains lichens une sorte de structure gaufrée. Enfin, ça donne vraiment l'impression que les lobes sont gaufrés. On a un petit réseau comme une petite carte routière, sur, à la surface, du lichen. Et puis on en a déjà parlé, on a les structures de reproduction qui servent aussi beaucoup pour reconnaître, les lichens. Ces structures-là qui forment comme des sortes de petites coupes ou des petites, boules à la surface, donc on appelle des apothéties, qui peuvent être, soit de la même couleur que le lichen, soit d'une autre et en fait, tout ça, ce sont des critères de détermination. Et puis, les structures de reproduction asexuées dont on a déjà parlé, aussi, donc les soralies qui forment comme une sorte de poudre, ou de farine qui donc généralement sont de la même couleur que le thalle du lichen et les isidies qui sont, des sortes de petits boutons. Ça fait des structures quand même, qui ont l'air d'avoir une structure propre alors que les soralies, ça donne vraiment juste un aspect de poudre et donc qui ont soit cette forme de bouton comme sur l'image, soit qui peuvent prendre, la forme de petits bâtonnets le long des lobes, des lichens.
Donc voilà, là, comme ça, je viens de tous de vous les présenter en une fois. Ça fait beaucoup de mots, bon, sans doute vous aviez jamais entendu parler avant ce matin, mais en fait, ça fait pas tant que ça. Enfin, toujours pareil, si on compare à la botanique où il y a beaucoup, beaucoup plus de vocabulaire à acquérir et donc en fait, on apprend très, très vite à savoir ce qu'il faut regarder sur les lichens et du coup, à savoir assez vite à quelle espèce on a affaire. Donc le protocole, je vais pas revenir dessus. C'était au cas où, il y ait besoin d'une piqûre de rappel, mais on vient de le voir. Et donc pour les outils dont on discutait avec Peggy, sur le site, donc soit sur l'espace projet, de Tela Botanica, soit sur le site de Particité, vous pouvez télécharger le petit livret, Lichen Go, à l'intérieur duquel il y a la clé de détermination. Donc, comme je vous le disais, on a une entrée foliacée. Là, je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, là, je suis dans la section sur les lichens foliacés. Et donc, là-bas, on a des questions sur la couleur et puis on chemine dans la clé comme classiquement. Est-ce que certains d'entre ou certaines d'entre vous n'ont jamais entendu parler de clé de détermination? Ou, ou ça va pour tout le monde? Je pense que ça va. Mais si jamais, enfin, c'est comme un livre dont on est le héros, sauf que là, c'est le lichen, le héros. Donc, on chemine, on répond aux questions et on change de page en fonction des réponses. Donc ça, c'est la clé papier qui est vraiment pas mal pratique sur le terrain. Il y a aussi une clé électronique qui est disponible sur smartphone, mais juste seulement sur Android. Je vous note le nom de l'appli dans le chat, ça s'appelle Biodiversiclé. Et donc vous pouvez, télécharger l'appli, télécharger la base de données Lichen Go et du coup après l'utiliser même si vous n'avez pas de réseau. Donc c'est la même clé, hein, de détermination, à ceci près que le côté électronique, ça permet si, à un moment vous êtes bloqué dans la clé parce que la question de la couleur, grisâtre ou grisâtre blanchâtre, vous êtes bloqué, vous ne savez pas, ben, vous ne répondez pas à la question. Et puis, la clé électronique va vous proposer d'autres questions, d'autres critères à observer et vous allez pouvoir quand même, continuer votre détermination même si vous êtes bloqué sur un critère. À propos de cette, question de la couleur, donc on a beaucoup de lichens, notamment foliacés, qui sont gris et c'est pas toujours facile, de de se baser sur la couleur pour, les distinguer les uns des autres et donc un critère qu'utilise, Marc Boulanger dont je vous ai déjà parlé, en tout cas moi qui m'aide, mais c'est de se dire si jamais je devais peindre ce lichen et faire le gris, est-ce que je mettrais du bleu dans mon gris ou est-ce que je mettrais du vert ou est-ce que voilà et du coup, en fait, une fois qu'on a un peu ça en tête, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes gris là, si je vous remontre, bon, je sais pas avec la qualité de ma caméra, mais en fait, c'est pas les 2 mêmes gris. Celui-là, il est un peu plus gris-vert et puis celui-là, il est gris-gris. Voilà et il y a certaines espèces donc dont la couleur est vraiment caractéristique. Une fois que vous l'aurez reconnu une fois, 2 fois, après vous verrez une tache de cette couleur-là, même si, en fait, c'est un gris, mais c'est pas le même gris que les autres et on peut la reconnaître grâce à ça. Et puis donc, pareil sur le site, vous avez la fiche de terrain que je vous ai déjà montrée, que vous pouvez télécharger et imprimer, qui permettent d'aller vite, de cocher juste les cases dans lesquelles le lichen est présent. Hem, voilà et du coup, je vais peut-être, voilà. Pourquoi on a plein d'outils aussi sur le site de Tela Botanica? C'est parce que, donc il y a 2 ans, Tela Botanica a proposé un projet qui s'appelle «Auprès de mon arbre», au ministère de l'Environnement, pour fédérer un peu tous les projets de sciences participatives, qui étaient autour de l'arbre. Donc là, je vous il y a un petit schéma qui présente tous ces observatoires différents et donc bien sûr, il y a Lichen Go aussi dans le lot. Heu et grâce à ce financement, Tela a pu développer l'interface de saisie et puis, tout un tas d'autres outils
Donc, je vais vous repartager mon écran pour qu'on explore un peu tous les outils qui sont à disposition parce que c'est vraiment très riche. Alors, je change d'écran. Voilà. Pour saisir les données, donc on a un espace projet sur le site de Tela Botanica qui permet de saisir ces données. Là, normalement, vous voyez le site de Tela Botanica. Donc, il faut se connecter. Si on n'a pas de compte, il faut faire un compte sur Tela Botanica. Mais je vous recommande d'en avoir un. On a plein d'infos très naturalistes, très intéressantes. Donc voilà, là, je suis connectée. Il m'a reconnu. Je sais pas si... Hop. Et donc, on va dans Projet. On peut mettre tous les projets. Et on tape Lichen. Et voilà, on a Lichen Go ici. Je reviendrai après dans tous les autres outils qui sont à disposition sur l'espace projet Lichen Go. Mais donc, on peut aller dans Outils. Hop, voilà, saisie de nouvelles observations. Donc, vous voyez, il m'a reconnu, je suis connectée. En fait, au début, il faut juste indiquer où a été fait le relevé. Donc, on n'a pas besoin de pointer très précisément l'arbre sur la carte. On peut juste noter la rue et ou les coordonnées GPS si jamais on les avait notées avec son smartphone. Et voilà. Et donc, il nous met une petite punaise sur où ont été faites les observations. Donc, on met la date du relevé. Donc, moi, là, c'était fait en 2019. En juillet, voilà. Et le 28. Voilà. Et là, je peux noter le nom de l'observateur. Hop. Pardon, je cherche son nom. Je vais noter saisie collective. Voilà. Pour pas qu'on perde trop de temps. Et après, on peut pointer plus précisément les arbres. Et si jamais on a pris une photo de l'arbre, on peut la joindre aussi. Ouais, enfin, c'est un peu perturbant parce que quand on pointe l'arbre précisément, après, il nous dézoome. Mais c'est pas très grave. Alors, après, on précise la circonférence. Donc là, c'était 153 centimètres. Voilà. Et voilà, on demande aussi si une des faces était, par exemple, si vous avez un arbre qui est tout près d'un bâtiment et que vous doutez qu'il y a une des faces de son tronc qui est jamais exposée au soleil, on vous demande de le préciser parce que ça influence vraiment la présence des lichens. Il y a certaines espèces qui sont quand même un peu hélophiles, donc qui aiment un peu la lumière et qui ne pousseront jamais parce que si la face est tout le temps à l'ombre. Donc là, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, on a créé certains champs. Qu'est-ce qui lui va pas? Oups. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'espèce. Donc c'était, pardon. Tilia platyphylos. Voilà, là vous avez un menu déroulant et on peut préciser si on est sûr de la détermination ou pas. Donc là, je fais confiance à l'observateur. Et c'est pour ça que c'est intéressant de joindre une photo. Je vous le montrerai après. Si vous joignez une photo et que vous mettez que vous n'êtes pas sûr de votre détermination,
Les photos sont mises à disposition dans un autre outil développé par Tela Botanica qui s'appelle Identiplante. Et maintenant, on a une section réservée au lichen. Je vous montrerai après comment ça fonctionne, mais donc toutes les photos sont mises à disposition de la communauté. Chacun peut les regarder et donner son avis sur oui, je pense que c'est bien cette espèce, ou non, au contraire, c'est peut-être plutôt telle espèce. Donc, on peut mettre des commentaires, on peut voter. Je vous montrerai juste après comment ça fonctionne. Donc voilà, là, on peut mettre suivant. Donc, on a enregistré un arbre et puis on peut remonter pour mettre le second arbre, le deuxième arbre. Donc, c'était celui-là. Ok, ça marche pas en fait. Oups. Donc là, c'est toujours la même espèce. C'est toujours en détermination certaine. C'est la même date de relevé. Oui, si jamais vous n'avez pas le temps de faire les observations sur les 3 arbres le même jour, c'est pas grave. Les lichens, ils vont pas, ça va pas bouger très vite, ça va pas changer très vite. Donc, dans un délai d'un mois, vous pouvez très bien vous dire je fais le premier arbre telle semaine, le deuxième la semaine d'après et le dernier la semaine encore après. Juste préciser bien, si jamais ça n'a pas été fait le même jour, vous pouvez changer la date d'observation là. Dans, pour chaque arbre. Donc vous pouvez préciser que vous n'avez pas tout fait le même jour. Et si jamais c'était votre intention que de faire ça toutes les semaines et puis qu'en fait la semaine d'après vous n'avez pas pu faire le dernier arbre, etc., saisissez vos données même si vous n'avez qu'un arbre ou qu'un, parce qu'on trouvera toujours moyen de se servir des données. Donc, et ça serait dommage que, enfin, autant la feuille de terrain dans un coin, dans un tiroir de votre bureau, on est sûr qu'elle sert à rien si c'est pas saisi. Mais si les données, elles sont saisies, même s'il y a qu'un arbre, on peut s'en servir. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'ai réussi à pointer l'arbre. Donc, la circonférence de cet arbre-là, c'était 152. Et pareil, il n'y avait pas de face exposée. Donc là, on a l'arbre 2, vous voyez qu'il y a les 2 arbres qui sont saisis. On va faire le dernier. C'était toujours la même espèce. Ouais. Et donc, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt Firefox. C'est beaucoup plus efficace. Là, je suis sur Firefox par rapport à tout à l'heure sur Safari où, en fait, j'arrivais pas à pointer sur la carte. La circonférence, c'est 170. Toujours aucune face au soleil. Et voilà, on fait sur suivant. Donc là, on a nos 3 arbres et on peut faire enregistrer. Si vous essayez, vous verrez qu'on peut saisir plus que 3 arbres. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand je vous montrais la diapo qui présente au pied de mon arbre, je peux peut-être vous la remontrer. Non. Voilà. Il y a aussi un autre observatoire qui s'appelle STRITS, qui est la suivi de la flore des pieds d'arbres. Et donc les 2 ont été lancés un peu en même temps, Lichen Go et STRITS. Et les 2, pour les 2, la saisie se fait via une interface développée par Tela Botanica. Et donc, si jamais quelqu'un décide de faire STRITS et Lichen Go sur les mêmes arbres, il peut saisir ces données en même temps sur la phase de saisie. Et donc, en fait, STRITS, il faut suivre 10 arbres. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre plus que 3 arbres, même si on fait que Lichen Go. Voilà. C'est juste pour la petite parenthèse. Et puis, si jamais vous avez envie de faire du street, vous êtes bienvenus. Donc, je reviens sur la saisie de données. Donc voilà, et maintenant qu'on a enregistré nos 3 arbres, on peut saisir les lichens. Et il faut saisir espèce par espèce. Donc on va préciser sur l'arbre 1. Donc la date,
C'est toujours la même. Le 28 juillet, voilà. Et donc, là, on a Parmelia sulcata qui a été observé, donc un lichen foliacé. Donc, je vais faire confiance à l'observateur. De toute façon, j'ai pas de photo. Et il a été vu sur l'arbre 1, donc sur la face nord, sur les 4 premiers. Tac, tac, tac. Vous voyez que si jamais, et ça arrive souvent, hein, pour les espèces les plus abondantes, que l'espèce soit présente sur tous les carrés, d'une face, et ben, on peut cocher directement là toute la hauteur. Comme ça, on va encore plus vite quand on saisit les données. Sur la face, est, il a été vu que dans le quadrat du haut, sur la face sud, pas du tout, et sur la face ouest, sur les 2 premiers et les 2 derniers. Voilà. Si jamais on a une photo, on peut l'ajouter et sinon on fait suivant. Vous voyez qu'on a les les espèces qui s'ajoutent les unes après les autres. Là, je vous propose qu'on ne fasse pas toutes, ça va être un peu long. Je finirai toute seule. Et là, on fait enregistrer. Si jamais on n'avait qu'une espèce, voilà, on enregistre et voilà. Et on peut ajouter des lichens. Si jamais vous avez un relevé qui est particulièrement riche, où il y a plus que 10 espèces, vous arriverez à un moment où vous ne pourrez pas ajouter d'espèces. C'est parce qu'il faut enregistrer. En fait, l'outil force un peu la sauvegarde des données. Parce que tant que vous n'avez pas cliqué sur enregistrer, si jamais vous avez un problème de connexion ou le téléphone qui sonne et puis vous revenez dans 3 quarts d'heure, les données vont être perdues. Donc pour éviter qu'il y ait trop de données à ressaisir, au bout de 10 espèces, on force l'enregistrement. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus. Donc là, on est toujours sur l'espace, projet. Est-ce que ça va pour la saisie ou est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une autre espèce? C'est clair, nous C'est dit-on. clair? OK. Donc sur, l'espace projet Lichen Go, là, on est dans la section outils. Donc vous avez la possibilité de saisir des données. Vous pouvez aussi voir la carte des observations. Je ne sais pas pourquoi il me dézoome autant. Voilà. Donc avec, des données qui s'accumulent de plus en plus, et donc j'espère qu'on va avoir, plein de points à Lyon, bientôt. Hem Donc une galerie photo avec, voilà, pour les observateurs qui saisissent, leurs photos, on voit, ce qui a été, observé, et vous pouvez exporter les données. Donc toutes les données qui sont saisies, sur, l'outil et donc sur le site de Tela Botanica en général sont, libres. Donc elles ont une licence Creative Commons, CC by SA. Donc vous pouvez, les télécharger sans problème. Et par exemple, si ça vous amuse de récupérer que vos données ou têtes ou toutes celles de Lyon ou voilà, ce que vous voulez. En tout cas, les données, elles sont communes, donc elles sont libres. Donc il faut juste que là, vous précisiez Click and Go et soit vous mettez tout, soit vous choisissez une date et vous téléchargez, les données. Voilà. Voilà, donc sur l'espace projet, donc vous avez tous les membres qui font partie de cet espace, projet. Vous avez un porte-document dans lequel vous pouvez retrouver, heu, donc aussi bien, le petit livret que je vous ai déjà présenté là avec, la clé de détermination, des flyers, des affiches si vous avez besoin, et puis, d'autres documents. Pendant le premier confinement, on a travaillé avec, les observatrices et les observateurs à faire des noms de genre, en français, des noms d'espèces en fait, parce que comme il y a peu d'usage des lichens,
les espèces de lichens n'ont pas de nom français et certains observateurs ou certains animateurs, se disaient que ça aiderait peut-être la prise en main, enfin la la connaissance de ces espèces si elles avaient des noms français. Donc on a travaillé en suivant une méthodologie qui était recommandée par la Société de bryologie du Québec. Donc maintenant il y a, des noms français au moins pour les espèces qui sont concernées par l'IKENGO. Donc vous pouvez retrouver ça là-dessus et il y a un petit, tutoriel des saisies de données si jamais vous savez plus comment faire. Donc il y a aussi, un forum. Alors, moi comme j'y suis déjà voilà, en haut, vous voyez que moi je suis abonnée, il y a un petit bouton, se désabonner. Vous, si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton s'abonner. C'est un forum qui fonctionne, plutôt comme une mailing list. Donc après, vous pouvez écrire à likengo@telabotanica.org et tous les membres, inscrits au forum reçoivent les mails. Cette liste, elle est principalement utilisée pour, de l'aide à la détermination. Donc on a des observateurs qui, postent une photo, qui disent: Est-ce que c'est bien telle espèce ou pas?» Et on a aussi, en fait, ouais, pas mal de discussions sur, j'ai l'impression que tel outil marche. Là, on a eu une observatrice qui nous faisait remonter que, il y avait un bug sur la carte des observations. Donc voilà, c'est principalement si vous inscrivez, vous inquiétez pas, vous ne serez pas, inondés de mails. Voilà, mais par contre, c'est un outil qui est vraiment très sympathique pour rester en lien entre observateurs. Et le dernier point, c'est qu'il y a un wiki. Donc un wiki, je sais pas si vous êtes familier, c'est comme une page web, sur laquelle chacun peut contribuer et donc ce qui peut être intéressant pour vous, c'est ici, on a une cartographie des relais. Donc on a eu un problème technique, donc elle n'est pas à jour. Là, il y en a que 2, mais en fait, il y a plus de relais que ça. Ça devrait se résoudre dans la semaine à venir, là. C'est toutes les structures, soit associations d'éducation à l'environnement, soit collectivités, qui ont mis en place, une démarche autour de l'IKENGO et qui proposent de temps en temps des sorties autour de l'IKENGO, qui peuvent se référencer sur cette carte. Donc si jamais, vous cherchez, une structure, sur votre lieu de vacances ou à côté de chez vous qui pourrait, vous aider à faire du LiKenGo, bah, vous pouvez vous référer à cette carte. Voilà et donc je vous parlais d'un autre outil, attendez, qui s'appelle, Identiplante. Voilà, donc c'est toujours sur le site de Tela Botanica, hein. Voilà. Ouvrir Identiplante et donc on peut mettre un nom d'espèce de lichen par exemple. On met rechercher et voilà, par exemple, donc on a toutes les espèces, qui ont été saisies et pour lesquelles il y a une photo. Donc là, Françoise Périsa, c'est une observatrice, très, très active, de l'IKENGO et on peut choisir donc soit toutes les espèces, soit, celles qui demandent, à être déterminées ou à être confirmées parce que les gens, quand ils ont saisi leurs données, comme tout à l'heure on le faisait, ont dit qu'ils avaient un doute sur leur détermination. Et donc si on est d'accord avec, cette détermination, on peut cliquer là sur le petit pouce vert pour dire: «OK, c'est bien ça». Donc là, c'est ce que j'ai fait. On peut aussi ajouter un commentaire en disant, là typiquement, on peut avoir un doute parce qu'il est un peu grisâtre alors que normalement c'est, cette espèce-là là qui est bien jaune. Et là simplement c'est parce que c'est un individu qui ne devait pas beaucoup voir la lumière, donc qui se développe pas très bien, donc on peut le rajouter en commentaire, par exemple. Ou si on se dit: «Non, c'est pas du tout cette espèce», on peut proposer une autre détermination. Donc ça, c'est un outil, ça fait très peu de temps qu'il est en place, mais qui est très, très utile, donc là, si vous avez des doutes sur vos déterminations, vraiment prenez des photos, saisissez vos données quand même et la communauté va permettre
en fait, si vous suivez après les commentaires qui vous sont faits, vous pourrez aussi progresser dans vos déterminations parce que vous aurez un retour sur ce que vous avez observé et donc c'est vraiment un outil très précieux et que je vous invite vraiment à utiliser. Voilà et par ailleurs, je vous invite aussi à prendre des photos parce que, là, on aimerait bien constituer une vraie grosse base de données, de photos de lichen, pour alimenter, bah, nos outils parce que parfois dans la clé, vous verrez qu'on a les photos pourraient être mieux. Aussi sur la clé électronique qui permettrait d'avoir beaucoup plus de photos que sur la clé papier. On est aussi en train de réfléchir à faire à côté de la clé détermination, avoir un petit livret avec que des illustrations, pour se rassurer sur la détermination qu'on a faite. Et puis, à plus long terme, on pourrait aussi envisager un petit peu de reconnaissance automatique, des lichens et donc pour ça, il faut une grosse, grosse base de données de photos. Hem, donc voilà pour les outils qui sont à disposition. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir autant d'outils à disposition avec, par l'intermédiaire de Tela Botanica. Voilà, hem je pense que j'avais fait le tour de ma présentation. Eh Ouais, ben, ça me je semble peux. pas mal. Mmh. 11h40, c'est une présentation assez complète. Peut-être qu'il y a des questions ou des attentes du séminaire, enfin du webinaire et qui n'ont pas été comblées. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, on a un petit peu de temps pour faire de l'échange collectif. Ouais. Je vous remets juste 2 minutes la dernière diapo avec mon mail, comme ça, même si vous avez des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas. Alors, il y a Clara qui a demandé la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, cool. Je trouvais ça super intéressant et je me demandais après si on veut passer vraiment sur l'analyse de la qualité de l'air, comment on conclut là-dessus en fait? Donc bon, ça, on est aussi en cours. On analyse les données, qui sont déjà collectées pour, notre objectif à terme, c'est de vous proposer au moment où vous saisissez des données, qu'il y ait un indicateur qui se calcule automatiquement et que vous ayez un petit retour sur, la quali la qualité de l'air, bonne, moyenne, et cetera. Mais on travaille encore dessus parce que je vous le disais, on a des espèces qui peuvent être indicatrices de certains types de pollution. Donc en ville, sans doute qu'on va s'orienter, là-dessus sur, la proportion d'espèces, nitrophiles et donc qui indiquerait plutôt un enrichissement de l'air en oxyde d'azote, donc en lien avec le trafic et le chauffage urbain. C'est encore en maturation. On peut de manière très, plus simpliste, de considérer que donc ça, c'est une méthode qui était utilisée dans les années 90, qui a été proposée par Chantal Van Alwyn, dont j'ai déjà parlé et puis un de ses collègues, heu, sur, considérer que si en ville, on n'a que des lichens, crustacés, alors la qualité de l'air est plutôt mauvaise ou la pollution est plutôt forte. Si on a des crustacés, mais aussi des foliacés, la pollution est plutôt moyenne et si on a un fruticuleux, alors la pollution est faible. Donc cette méthode, du coup, elle s'appelle, FOMOFA pour fort, moyen, faible. Donc du coup, vous pouvez regarder vos relevés directement et appliquer cette méthode avec juste la limite qu'en ville, vous risquez d'être tout le temps dans des cas où vous avez des crustacés et des foliacés et donc avoir une pollution moyenne, partout où vous faites vos observations. Donc ce qu'on aimerait, nous, avec le nom des espèces, enfin aller un peu plus loin pour affiner ça, quoi. D'accord. C'est vrai que je me permets, c'est quand même une frustration sur ce protocole, c'est Mmh, qu'on a poussé plus loin sur les lichens, mais on n'a plus ce lien immédiat, non, entre, les lichens et la qualité de l'air. Je sais moi que sur les temps de formation qu'on avait fait ensemble, typiquement, Xanthorrhea, parietina, le petit jaune, lui, ouais. ça a l'air d'être un nitrophile à mort, donc quand il est là, c'est jamais bon signe. Et c'est des choses qu'on retrouve plus du tout, dans le protocole actuel et c'est vrai que c'est un peu Non, frustrant ouais. parce qu'on le présente vraiment comme le lien lichen, qualité de l'air et on peut pas conclure avec les gens quand on est en sortie. Enfin conclure. Non, c'est vrai.
Alors, il y a un peu plus là, ça sur la flore électronique là dont je vous parlais. On a rajouté un petit degré justement de poliotolérance de chaque espèce. Donc on peut un peu aller plus loin avec la clé. Non, en fait, je pense que sur cet aspect-là, je suis bien d'accord avec toi, Peggy. On pêche sûrement de trop de prudence. En fait, on, on- on voulait vraiment travailler avec les données pour tirer des conclusions et pas sur du dire d'expert. On sait que telle espèce est nitrophile et pas d'autres, etc. Et du coup, ça prend du temps. Et en attendant, ben, c'est vrai c'est un peu frustrant. Euh, mais c'est en cours, ça devrait bientôt être moins frustrant. Et oui, il y a quelques espèces très nitrophiles. Donc, Xanthoria parietina dont tu as parlé, les Physia. Là, j'ai pas d'échantillon, mais sur la clé, et puis en ville, vous les reconnaîtrez beaucoup, c'est Physia ascendans ou Tenella, qui sont des tout petits foliacés très, très jolis, mais qui sont aussi très nitrophiles, donc qu'on vous rencontre beaucoup, qui sont très communes en ville. Voilà, sans doute qu'on va aller vers ça, vers un poids des espèces nitrophiles qui va nous faire notre indice de qualité de l'air. D'accord. Alors, j'ai Jean-François qui posait une question dans le chat. À combien estime-t-on le nombre de lichens urbains non pris en compte par la clé des Lichen Go pour avoir une idée des erreurs possibles? Alors, dans la clé, on a essayé d'éviter au maximum ces erreurs en proposant des catégories un peu fourre-tout. Vous verrez que dans la clé, vous avez par exemple autres lichens crustacés à aspect poudreux. Donc, on est bien d'accord, ça n'a aucun sens ni écologique ni taxonomique, mais ça vous permet, quand vous êtes face à une telle espèce, de se dire ok, je la note quand même. Donc nous on sait qu'il y avait une espèce en plus sur votre relevé. Et ce sont des espèces qui sont impossibles à déterminer sans passer par de la microscopie ou l'utilisation des réactifs dont je vous ai parlé. Donc on ne peut pas aller plus loin avec Lichen Go, mais le fait de noter et d'arriver quand même, d'avoir un nom malgré tout, enfin, typiquement c'est ce genre d'espèces là, à aspect poudreux, bah, ça évite d'avoir envie de refaire la clé à l'envers pour se dire ah bah si on arrive, en fait, si la clé n'aboutissait pas à un groupe comme ça vaste, elle aboutirait nulle part pour cette espèce et on aurait envie de lui donner un nom quand même. Donc c'est humain, hein, on a tendance à se dire ah peut-être que je l'ai vue grise, non mais en fait elle est peut-être verdâtre, et on ferait des erreurs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire des groupes très très larges. Donc normalement, quel que soit l'échantillon auquel vous avez affaire, vous arrivez quelque part dans la clé Lichen Go, même si parfois c'est un peu frustrant parce que c'est ce gros paquet d'espèces difficiles à déterminer. Et du coup, ça concerne principalement des espèces crustacées qui sont difficiles à déterminer. Peut-être que tu peux citer un peu le livre de référence parce que je sais que vous en Oui, utilisez. en plus je l'ai là. Je ne Alors sais pas pareil, si faut que vous tu le enlèves voyez bien. ton partage d'écran. Ah oui, pardon. Voilà. Donc, du coup, qui a été coécrit par Chantal Van Alwyn, dont je vous ai déjà parlé et qui nous a beaucoup aidé pour mettre en place Lichen Go. Donc, c'est aux éditions Belin, c'est les collections Food Nature. Il y a 3 tomes, et donc il y a un tome consacré uniquement au lichen des arbres. Et donc, à l'intérieur, donc voilà, vous avez par exemple, là, on a 2 espèces qui sont concernées par Lichen Go, qui sont ensemble dans la clé. Mais vous avez après, à chaque fois, ce qui est assez intéressant, un petit tableau récapitulatif pour regarder ce qu'il faut regarder pour pouvoir distinguer les 2 espèces les unes des autres. Et donc avec des photos qui sont très grandes, qui permettent de bien vérifier les déterminations. Voilà. Merci. Et puis, on a Didier qui parlait des grilles de mesure sur le terrain. Donc, en effet, c'est des grilles de quelques centimètres sur quelques centimètres. On en a, nous, à FNE, hein, on avait envie de mettre en place cette étude-là. Et les bonnes combines par rapport à ces grilles-là, c'est quoi? C'est les grilles moutons? Alors, ouais, moi, ce que j'utilise, c'est du grillage à moutons, donc de 10 sur 10. C'est vrai que ça ne donne pas envie de s'acheter un rouleau pour avoir juste 5 carrés. Donc,
dans le livret qui est téléchargeable, enfin, ou sur le site, vous avez un petit gabarit pour vous le fabriquer la grille avec du carton rigide ou quelque chose comme ça, avec la limite que sans doute au bout de quelques utilisations, il faudra en refaire un. Une autre astuce, c'est ces petites sangles qui entourent parfois les colis. Et une sangle en plastique rigide, parfois qui ceinture les colis. Bah, ça, c'est vraiment pas mal de la redécouper aux dimensions et puis agrafer les morceaux les uns avec les autres. Parce que c'est assez résistant et puis ça se plie dans le sac à dos, contrairement à la grille en grillage, qui est un peu moins facile. Voilà. Après, si vous avez envie de faire de l'intensif Lick and Go, un truc qui est super, c'est de ne pas avoir une seule grille, mais d'en avoir 4 pour les fixer directement sur les 4 faces de l'arbre. Et pour que ça tienne bien au tronc d'arbre, c'est un vieux câble électrique. En fait, c'est la matière du câble, là, je sais pas, ça, là, ou ça. Ça permet de faire un nœud pas trop serré autour du tronc d'arbre, pas trop compliqué à faire et qui tienne bien. Donc, après, vous fixez vos 4 grilles, donc nord, est, sud, ouest, hop, avec votre câble, et puis vous faites vos observations en 2 temps, 3 mouvements. Un petit sando, ça marche aussi pas mal. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a des questions encore? Philippe, Florian, Jean-François? N'hésitez pas par le chat si vous voulez pas vous exprimer. Est-ce qu'on peut, s'il n'y a pas de questions, je vois rien qui bouge, est-ce qu'on peut peut-être quand même avoir de votre part, si ça correspondait à ce que vous attendiez ou si vous espériez des compléments d'information ou voilà. Et puis, alors il y a une partie des personnes que je connais bien dans l'assistance, mais dans les personnes que je connais pas, est-ce que typiquement vous voudriez qu'un animateur de effet neurone vienne vous aider à faire les premiers relevés sur votre zone? Bon, on a Jean-François qui est au taquet, prêt à aller sur le terrain. Ouais, super. Clara qui dit que c'était très bien. Merci. Présentation intéressante. Tout va bien, tout va bien. Tu vas pouvoir revenir à... Super. Ouais, j'espère que je pourrai bientôt venir. Mais aussi, autre petit outil qu'on est en train de mettre en place, c'est des collections de lichens de référence, donc qui concernent. On a quasiment là, toutes les espèces concernées par Lick and Go en collection. Et l'idée, c'est d'en avoir plusieurs qu'on puisse envoyer. Donc, on pourrait en envoyer une à FNE Rhône pour organiser un atelier en salle, par exemple, pour s'entraîner à les reconnaître avant d'aller sur le terrain. Et éventuellement, après, à partir de cette collection de références, vous constituez la vôtre en collectant des échantillons et puis nous la renvoyer pour qu'on puisse l'envoyer à une autre structure, etc. Là, on a déjà, nous, pas mal de récoltes. Hein, donc, après, ce qui peut être bien, c'est qu'on soit sûr de notre identification en fonction de notre collection de référence. Donc, pas de souci. Et c'est vrai que c'est toujours super important d'avoir ces petits outils-là sous la main. C'est toujours plus parlant. Voilà, il y a Florian, c'était très intéressant, plus qu'à se lancer. C'était super, merci. Et Philippe, c'est très, très intéressant pour cette présentation. Merci. Donc, tout le monde a l'air d'être à vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire la première sortie accompagnée et puis si vous voulez motiver des gens de votre rue pour peut-être avoir une idée. Voilà. Eh ben, merci Laure. De rien, merci. On va vous souhaiter à tous un bon week-end. Ouais. Merci.